La sœur se mit à jouer. Le père et la mère suivaient attentivement, chacun de son côté, les mouvements de ses mains. Grégor, attiré par la musique, s'était risqué à s'avancer un peu et avait déjà la tête dans la salle de séjour. Il ne s'étonnait guère d'avoir si peu d'égards pour les autres ces derniers temps. Naguère, ces égards avaient fait sa fierté. Et pourtant, il aurait eu tout lieu de se cacher, surtout maintenant, car du fait de la poussière qu'il y avait partout dans sa chambre et qui volait au moindre mouvement, il était couvert de poussière lui aussi. Sur son dos et ses flancs, il traînait avec lui des fils, des cheveux, des débris alimentaires. Il était bien trop indifférent à tout pour se mettre sur le dos et se frotter au tapis comme il le faisait auparavant plusieurs fois par jour. Et en dépit de l'état où il était, il n'éprouva aucune gêne à s'engager un peu sur le parquet immaculé de la salle de séjour. Du reste, personne ne se souciait de lui. La famille était toute occupée par le violon, les sous-locataires en revanche qui avaient commencé par se planter les mains dans les poches de leurs pantalons beaucoup trop près du pupitre de la sœur, au point de tous pouvoir suivre la partition, ce qui ne pouvait assurément que gêner l'exécutante, se retirèrent bientôt du côté de la fenêtre en dévisant à mi-voix, tête penchée, et restèrent là-bas observés par le père avec inquiétude. On avait vraiment l'impression un peu trop nette qu'ils avaient espéré entendre bien jouer ou agréablement et qu'ils étaient déçus. Qu'ils avaient assez de tout ce numéro et que c'était par pure courtoisie qu'ils laissaient encore troubler leur tranquillité. En particulier, la façon qu'ils avaient tous de rejeter la fumée de leurs cigares vers le haut, par le nez et par la bouche, démontrait une extrême nervosité. Et pourtant, la sœur de Grégor jouait si bien. Son visage était incliné sur le côté, ses regards suivaient la portée en la scrutant d'un air triste. Grégor avança encore un peu, tenant la tête au ras du sol afin de croiser éventuellement le regard de sa sœur. Était-il une bête pour être à ce point ému par la musique? Il avait le sentiment d'apercevoir le chemin conduisant à la nourriture inconnue dont il avait le désir. Il était résolu à s'avancer jusqu'à sa sœur, à tirer sur sa jupe et à lui suggérer par là de bien vouloir venir dans sa chambre avec son violon, car personne ici ne méritait qu'elle jouât comme lui entendait le mériter. Il ne la laisserait plus sortir de sa chambre, du moins tant qu'il vivrait. Son apparence effrayante le servirait, pour la première fois. Il serait en même temps à toutes les portes de sa chambre, crachant comme un chat à la figure des agresseurs. Mais il ne faudrait pas que sa sœur restât par contrainte, elle demeurerait de son plein gré auprès de lui. Elle serait assise à ses côtés sur le canapé, elle inclinerait vers lui son oreille, et alors il lui confierait avoir eu la ferme intention de l'envoyer au conservatoire. Il lui dirait que, si le malheur ne s'était pas produit entre-temps, il l'aurait annoncé à tous au Noël dernier. Noël était bien déjà passé, n'est-ce pas, en ignorant toutes les objections. Après cette déclaration, sa sœur attendrie fondrait en larmes, et Grégor se hisserait jusqu'à son épaule et l'embrasserait dans le cou, lequel, depuis qu'elle travaillait au magasin, elle portait dégagé, sans ruban ni col. « Monsieur Samsa !» lança au père le monsieur du milieu, en montrant du doigt, sans un mot de plus, Grégor qui progressait lentement. Le violon se tut, le monsieur hocha d'abord la tête en adressant un sourire à ses amis, puis se tourna de nouveau vers Grégor. Au lieu de chasser celui-ci, son père parut juger plus nécessaire de commencer par apaiser les sous-locataires, bien que ceux-ci ne parussent nullement bouleversés et que Grégor sembla les amuser plus que le violon. Il se précipita vers eux et, les bras écartés, chercha à les refouler vers leur chambre et en même temps à les empêcher de regarder Grégor. Ils commencèrent effectivement à se fâcher quelque peu, sans qu'on sût trop bien si c'était à propos du comportement du père ou parce qu'ils découvraient maintenant qu'ils avaient eu, sans le savoir, un voisin de chambre comme Grégor. Ils exigeaient du père des explications, levaient les bras à leur tour, tiraient nerveusement sur leur barbe et ne reculaient que lentement en direction de leur chambre. Entre-temps, la sœur avait surmonté l'hébétude où elle avait été plongée après la brusque interruption de sa musique, et après un moment pendant lequel elle avait tenu l'instrument et l'archet au bout de ses mains molles, en continuant de regarder la partition comme si elle jouait encore, elle s'était ressaisie d'un coup, avait posé le violon sur les genoux de sa mère, laquelle était toujours sur sa chaise et respirait à grande peine en haletant laborieusement, et avait filé dans la pièce voisine, dont les messieurs approchaient déjà plus rapidement sous les injonctions du père.
Sous les mains expertes de Grethe, on y vit alors voler en l'air les couvertures et les oreillers des lits qui trouvaient leur bonne ordonnance. Avant même que les messieurs eussent atteint la chambre, elle avait fini leur couverture et s'éclipsait. Le père semblait à ce point repris par son entêtement qu'il en oubliait tout le respect qu'il devait malgré tout à ses pensionnaires. Il ne faisait que les presser encore, jusqu'au moment où, déjà sur le seuil de la chambre, le monsieur du milieu tapa du pied avec un bruit de tonnerre, stoppant ainsi le père. « Je déclare, dit-il en levant la main et en cherchant des yeux aussi la mère et la sœur, qu'étant donné les conditions révoltantes qui règnent dans cet appartement et cette famille, et en disant cela il cracha résolument sur le sol, je vous donne mon congé séance tenante. Il va de soi que même pour les jours où j'ai logé ici, je ne vous verserai pas un sou. En revanche, je n'exclus pas de faire valoir à votre encontre des droits, facilement démontrables, croyez-moi, à dédommagement. » Il se tut et regarda droit devant lui, comme s'il attendait quelque chose. Effectivement, ses deux amis déclarèrent sans plus tarder « Nous aussi, nous donnons congé séance tenante ». Là-dessus, il empoigna le bec de canne et referma la porte avec fracas. Le père tituba jusqu'à sa chaise en tâtonnant et s'y laissa tomber. On aurait pu croire qu'il prenait ses aises pour l'un de ses habituels petits sommes d'après-dîner, mais le violent hochement de sa tête branlante montrait qu'il ne dormait nullement. Pendant tout ce temps, Grégor s'était tenu coi à l'endroit même où les messieurs l'avaient surpris. La déception de voir son plan échouer, mais peut-être aussi la faiblesse résultant de son jeûne prolongé, le rendait incapable de se mouvoir. Il craignait avec une quasi-certitude que d'un instant à l'autre un effondrement général lui retombât dessus, et il attendait. Même le violon ne le fit pas bouger, qui, échappant aux doigts tremblants de la mère, tomba de ses genoux par terre en résonnant très fort. « Mes chers parents, » dit la sœur en abattant sa main sur la table en guise d'entrée en matière, « cela ne peut plus durer. Peut-être ne vous rendez-vous pas à l'évidence, moi, si. Je ne veux pas, face à ce monstrueux animal, prononcer le nom de mon frère, et je dis donc seulement, nous devons tenter de nous en débarrasser. Nous avons tenté tout ce qui était humainement possible pour prendre soin de lui et le supporter avec patience. Je crois que personne ne peut nous faire le moindre reproche. » « Elle a 1000 fois raison, » dit le père à part lui. La mère, qui n'arrivait toujours pas à reprendre son souffle, porta la main à sa bouche et, les yeux hagards, fit entendre une toux caverneuse. La sœur courut vers elle et lui prit le front. Ces paroles semblaient avoir éclairci les idées de son père. Il s'était redressé sur sa chaise, jouait avec sa casquette d'uniforme entre les assiettes qui restaient encore sur la table après le dîner des locataires, et regardait de temps à autre vers l'impassible Grégor. « Nous devons tenter de nous en débarrasser, » dit la sœur cette fois à l'adresse de son père seulement, car sa mère dans sa toux n'entendait rien. « Il finira par vous tuer tous les deux, je vois cela venir. Quand on doit déjà travailler aussi dur que nous tous, on ne peut pas en plus supporter chez soi ce supplice perpétuel. Je n'en peux plus, moi non plus. » Et elle se mit à pleurer si fort que ses larmes coulaient sur le visage de sa mère, où elle les essuyait d'un mouvement machinal. « Mais, mon petit, » dit le père avec compassion et une visible compréhension, « que veux-tu que nous fassions ?» La sœur se contenta de hausser ses épaules pour manifester le désarroi qui s'était emparé d'elle quand elle pleurait, contrairement à son assurance de tout à l'heure. « S'il nous comprenait, » dit le père à demi comme une question. Du fond de ses pleurs, la sœur agita violemment sa main pour signifier qu'il ne fallait pas y penser. « S'il nous comprenait, » répéta le père en fermant les yeux pour enregistrer la conviction de sa fille qu'il était impossible. « S'il nous comprenait, alors un accord serait peut-être possible avec lui. Mais dans ces conditions... » « Il faut qu'il disparaisse, » s'écria la sœur. « C'est le seul moyen, père. Il faut juste essayer de te débarrasser de l'idée que c'est Grégor. Nous l'avons cru tellement longtemps, et c'est bien là qu'est notre véritable malheur. Mais comment est-ce que ça pourrait être Grégor? Si c'était lui, il aurait depuis longtemps compris qu'à l'évidence des êtres humains ne sauraient vivre en compagnie d'une telle bête. Et il serait parti de son plein gré. Dès lors, nous n'aurions pas de frère, mais nous pourrions continuer à vivre et pourrions honorer son souvenir. Mais là, cette bête nous persécute, chasse les locataires, entend manifestement occuper tout l'appartement et nous faire coucher dans la rue. « Mais regarde, papa !» cria-t-elle brusquement, « le voilà qui recommence. »
Et avec un effroi tout à fait incompréhensible pour Grégor, elle abandonna même sa mère en se rejetant littéralement loin de sa chaise, comme si elle aimait mieux sacrifier sa mère que de rester à proximité de Grégor. Et elle courut se réfugier derrière son père, lequel, uniquement troublé par son comportement à elle, se dressa aussi et tendit à demi les bras devant elle comme pour la protéger. Mais Grégor ne songeait nullement à faire peur à qui que ce soit, et surtout pas à sa sœur. Il avait simplement entrepris de se retourner pour regagner sa chambre, et il est vrai que cela faisait un drôle d'effet, obligé qu'il était par son état peu brillant dans les manœuvres délicates de céder de sa tête qu'il dressait et cognait sur le sol alternativement. Il s'interrompit et regarda alentour. Ses bonnes intentions paraissaient avoir été comprises. Ce n'avait été qu'une frayeur passagère. À présent, tout le monde le regardait en silence et d'un air triste. La mère était renversée sur sa chaise, les jambes tendues et jointes, ses yeux se fermaient presque d'épuisement. Le père et la sœur étaient assis côte à côte, la sœur tenait le père par le cou. « Je vais peut-être enfin avoir le droit de me retourner », songea Grégor en se remettant au travail. Dans son effort, il ne pouvait s'empêcher de souffler bruyamment et il dut même à plusieurs reprises se reposer. Au demeurant, personne ne le pressait, on le laissa faire entièrement à sa guise. Lorsqu'il eut accompli son demi-tour, il entama aussitôt son trajet de retour en ligne droite. Il s'étonna de la grande distance qui le séparait de sa chambre et il ne put concevoir qu'il ait pu, un moment avant, faible comme il était, parcourir le même chemin presque sans s'en rendre compte. Uniquement et constamment soucieux de ramper vite, c'est à peine s'il nota que nulle parole, nulle exclamation de sa famille ne venait le troubler. C'est seulement une fois sur le sol de sa chambre qu'il tourna la tête. Pas complètement, car il sentait son cou devenir raide et put tout de même encore voir que derrière lui, rien n'avait changé. Simplement, sa sœur s'était levée. Son dernier regard effleura sa mère, qui maintenant s'était endormie tout à fait. À peine fut-il à l'intérieur de sa chambre que la porte en fut précipitamment claquée et fermée à double tour. Ce bruit inopin derrière lui fit une telle peur à Grégor que ses petites pattes cédèrent sous lui. C'était sa sœur qui s'était ainsi précipitée. Elle s'était tenue debout à l'avance et avait attendu. Puis elle avait bondi sur la pointe des pieds. Grégor ne l'avait pas du tout entendu venir et tout en tournant la clé dans la serrure, elle lança à ses parents un « enfin ». Et maintenant, se demanda Grégor en regardant autour de lui dans l'obscurité. Il découvrit bientôt qu'à présent, il ne pouvait plus bouger du tout. Il n'en fut pas surpris. C'était bien plutôt d'avoir pu jusque-là se propulser effectivement sur ses petites pattes grêles qui lui paraissaient peu naturelles. Au demeurant, il éprouvait un relatif bien-être. Il avait certes des douleurs dans tout le corps, mais il avait l'impression qu'elles devenaient peu à peu de plus en plus faibles et qu'elles finiraient par passer tout à fait. La pomme pourrie dans son dos et la région enflammée tout autour sous leur couche de poussière molle ne se sentaient déjà plus guère. Il repensa à sa famille avec attendrissement et amour. L'idée qu'il devait disparaître était encore plus ancrée, si c'était possible, chez lui que chez sa sœur. Il demeura dans cet état de songerie creuse et paisible jusqu'au moment où 3 heures du matin sonnèrent au clocher. Il vit encore la clarté qui commençait de se répandre devant la fenêtre, au dehors. Puis, malgré lui, sa tête retomba tout à fait et ses narines laissèrent s'échapper faiblement son dernier souffle. Quand de bon matin la femme de ménage arriva, à force d'énergie et de diligence, quoiqu'on lui souvent priait de s'en abstenir, elle faisait claquer si fort toutes les portes que dans tout l'appartement, il n'était plus possible de dormir tranquille dès qu'elle était là. Et qu'elle fit à Grégor sa brève visite habituelle, elle ne lui trouva tout d'abord rien de particulier. Elle pensa que c'était exprès qu'il restait ainsi sans bouger et qu'il faisait la tête. Elle était convaincue qu'il était fort intelligent. Comme il se trouvait qu'elle tenait à la main le grand balai, elle s'en servit pour essayer de chatouiller Grégor depuis la porte. Comme cela ne donnait rien non plus, elle en fut agacée et lui donna une petite bourrade, et ce n'est que quand elle l'eut poussé et déplacé sans rencontrer de résistance qu'elle commença à tiquer. Ayant bientôt vu de quoi il retournait, elle ouvrit de grands yeux, siffla entre ses dents, mais sans plus tarder alla ouvrir d'un grand coup la porte de la chambre à coucher et cria dans l'obscurité, d'une voix forte « Venez un peu voir ça, il est crevé, il est là-bas, par terre, tout ce qu'il y a de plus crevé !»
Le couple Samsa était assis bien droit dans son lit et avait du mal à surmonter la frayeur que lui avait causée la femme de ménage avant même de saisir la nouvelle annoncée. Ensuite, monsieur et madame Samsa, chacun de son côté, sortirent du lit. Monsieur Samsa se jeta la couverture sur les épaules, madame Samsa apparut en simple chemise de nuit. C'est dans cette tenue qu'ils entrèrent chez Grégor. Pendant ce temps, s'était aussi ouverte la porte de la salle de séjour où Grete dormait depuis l'installation des sous-locataires. Elle était habillée de pied en cap, comme si elle n'avait pas dormi, sa pâleur de son visage semblait le confirmer. « Mort ?» dit madame Samsa en levant vers la femme de ménage un regard interrogateur, bien qu'elle pût s'en assurer elle-même et même le voir sans avoir besoin de s'en assurer. « Je pense bien », dit la femme de ménage, et pour bien le montrer, elle poussa encore le cadavre de Grégor d'un grand coup de balai sur le côté. Madame Samsa eut un mouvement pour retenir le balai, mais elle n'en fit rien. « Eh bien, dit monsieur Samsa, nous pouvons maintenant rendre grâce à Dieu. » Il se signa, et les 3 femmes suivirent son exemple. Grete, qui ne quittait pas des yeux le cadavre, dit « Voyez comme il était maigre, cela faisait d'ailleurs bien longtemps qu'il ne mangeait rien. Les plats repartaient tels qu'ils étaient arrivés. » De fait, le corps de Grégor était complètement plat et sec, on ne s'en rendait bien compte que maintenant, parce qu'il n'était plus rehaussé par les petites pattes et que rien d'autre ne détournait le regard. « Grete, viens donc un moment dans notre chambre, » dit madame Samsa avec un sourire mélancolique, et Grete, non sans retourner encore vers le cadavre, suivit ses parents dans la chambre à coucher. La femme de ménage referma la porte et ouvrit en grand la fenêtre. Bien qu'il fût tôt dans la matinée, l'air frais était déjà mêlé d'un peu de tiédeur. C'est qu'on était déjà fin mars. Les 3 sous-locataires sortirent de leur chambre et, d'un air étonné, cherchèrent des yeux leur petit déjeuner. On les avait oubliés. « Où est le déjeuner ?» demanda d'un ton rogue à la femme de ménage celui des messieurs qui était toujours au milieu. Mais elle mit le doigt sur ses lèvres et, sans dire mot, invita par des signes pressants ces messieurs à pénétrer dans la chambre de Grégor. Ils y allèrent et, les mains dans les poches de leurs vestons quelque peu élimés, firent cercle autour du cadavre de Grégor, dans la pièce maintenant tout à fait claire. Alors, la porte de la chambre à coucher s'ouvrit et M. Samsa fit son apparition, en tenue, avec sa femme à un bras et sa fille à l'autre. On voyait que tous 3 avaient pleuré. Grete appuyait par instants son visage contre le bras de son père. « Quittez immédiatement mon appartement !» dit M. Samsa en montrant la porte, sans pourtant lâcher les 2 femmes. « Qu'est-ce que ça signifie ?» dit le monsieur du milieu, un peu décontenancé, et il eut un sourire doucereux. Les 2 autres avaient les mains croisées derrière le dos et ne cessaient de les frotter l'une contre l'autre, comme s'ils se régalaient d'avance d'une grande altercation, mais qui ne pouvait que tourner à leur avantage. « Cela signifie exactement ce que je viens de dire, » répondit M. Samsa, et, son escorte féminine et lui restant sur un seul rang, il marcha vers le monsieur. Celui-ci commença par rester là sans rien dire, en regardant à terre, comme si dans sa tête les choses se remettaient dans un autre ordre. « Eh bien donc, nous partons, » dit-il ensuite en relevant les yeux vers M. Samsa, comme si, dans un brusque accès d'humilité, il quêtait de rechef son approbation même pour cette décision-là. M. Samsa se contenta d'opiner plusieurs fois brièvement de la tête en ouvrant grand les yeux. Sur quoi, effectivement, le monsieur gagna aussitôt à grands pas l'antichambre. Ses 2 amis, qui, depuis déjà un petit moment, avaient les mains tranquilles et l'oreille aux aguets, sautillèrent carrément sur leurs talons, comme craignant que M. Samsa les précédât dans l'antichambre et compromît le contact entre leur chef et eux. Dans l'antichambre, ils prirent tous 3 leurs chapeaux au porte-manteau, tirèrent leur canne du porte-parapluie, s'inclinèrent en silence et quittèrent l'appartement. Animé d'une méfiance qui se révéla sans aucun fondement, M. Samsa s'avança sur le palier avec les 2 femmes. Penchés sur la rampe, ils regardèrent les 3 messieurs descendre, lentement certes, mais sans s'arrêter, le long escalier, et les virent à chaque étage disparaître dans une certaine courbe de la cage pour en ressurgir au bout de quelques instants. Plus ils descendaient, plus s'amenuisait l'intérêt que leur portait la famille Samsa, et quand ils croisèrent un garçon boucher qui, portant fièrement son panier sur la tête, s'éleva bien au-dessus d'eux, M. Samsa ne tarda pas à s'écarter de la rampe avec les 2 femmes, et ils rentrèrent tous dans leur appartement avec une sorte de soulagement. Ils décidèrent de consacrer la journée au repos et à la promenade. Non seulement ils avaient mérité ce petit congé, mais ils en avaient même absolument besoin. Ils se mirent donc à la table et écrivirent 3 lettres d'excuses. Monsieur Samsa à sa direction, Madame Samsa à son bailleur d'ouvrage,
et Grete à son chef du personnel. Pendant qu'ils écrivaient, la femme de ménage entra pour dire qu'elle s'en allait, car son travail de la matinée était achevé. Tous les trois se contentèrent d'abord d'opiner de la tête sans lever les yeux de leurs lettres, mais comme la femme ne faisait toujours pas mine de se retirer, alors on se redressa d'un air agacé. « Eh bien » demanda M. Samsa. La femme de ménage était plantée sur le seuil et souriait comme si elle avait un grand bonheur à annoncer à la famille, mais qu'elle ne le ferait que si on la questionnait à fond. La petite plume d'autruche qui était plantée tout droit sur son chapeau et qui agaçait M. Samsa depuis qu'elle était à leur service, oscillait doucement dans tous les sens. « Mais qu'est-ce que vous voulez donc » demanda Madame Samsa, qui était encore celle pour qui la femme avait le plus de respect. « Ben, » répondit-elle, gênée pour parler tant elle affichait un grand sourire. « Pour ce qui est de vous débarrasser de la chose d'à côté, ne vous faites pas de soucis, c'est déjà réglé. » Madame Samsa et Grete se penchèrent sur leurs lettres comme si elles voulaient les continuer. Monsieur Samsa, voyant que la femme de ménage voulait maintenant se mettre à tout décrire par le menu, tendit la main pour couper court de la façon la plus ferme. Puisqu'elle n'avait pas le droit de raconter, elle se rappela combien elle était pressée, lança sur un ton manifestement vexé « Bonjour tout le monde » fit un demi-tour furieux et quitta l'appartement dans d'épouvantables claquements de porte. « Ce soir, je la mets à la porte, dit M. Samsa, mais sans obtenir de réponse ni de sa femme ni de sa fille, car la femme de ménage parut avoir à nouveau troublé la sérénité qu'elles avaient à peine recouvrée. Elles se levèrent, allèrent à la fenêtre et y restèrent en se tenant enlacées. M. Samsa pivota sur sa chaise pour les suivre des yeux et les observa un petit moment en silence. Puis il lança « Allons, venez un peu là. Finissez-en donc avec les vieilles histoires. Et puis, occupez-vous aussi un peu de moi. » Les deux femmes s'exécutèrent aussitôt, coururent vers lui, lui firent des caresses et terminèrent rapidement leurs lettres. Puis, tous trois quittèrent de concert l'appartement, ce qui ne leur était plus arrivé depuis déjà des mois, et prirent le tramway pour aller prendre l'air à l'extérieur de la ville. Le wagon, où ils étaient seuls, était tout inondé par le chaud soleil. Confortablement carrés sur leur banquette, ils évoquèrent les perspectives d'avenir et à y regarder de plus près, il apparut qu'elles n'étaient pas tellement mauvaises, car les places qu'ils occupaient respectivement et sur lesquelles ils ne s'étaient jamais en fait mutuellement demandé beaucoup de détails, étaient d'excellentes places et en particulier fort prometteuses. La principale amélioration immédiate de leur situation résulterait d'une façon nécessaire et toute naturelle d'un changement d'appartement. Ils allaient en louer un plus petit et meilleur marché, mais mieux situé et généralement plus pratique que l'actuel, qui était encore un choix fait par Grégor. Tandis qu'ils devisaient ainsi, Monsieur et Madame Samsa, à la vue de leur fille qui s'animait de plus en plus, songèrent presque simultanément que ces derniers temps, en dépit des corvettes et des tourments qui avaient pâli ses joues, elle s'était épanouie et était devenue un beau brin de fille. Ils furent dès lors plus silencieux et échangea presque involontairement des regards entendus, songèrent qu'il allait être temps de lui chercher aussi quelques braves garçons pour mari. Et ce fut pour eux comme la confirmation de ses nouveaux rêves et de ses bonnes intentions, lorsqu'en arrivant à destination, ils virent leur fille se lever la première et étirer son jeune corps.